Tu te rappelles Dilbert? Pour dire la vérité, non. Dilbert, ça fait partie de ces choses que tout le monde connaît au moins de nom, donc que je connaissais, mais seulement par ouï-dire. Je n'ai jamais été une lectrice directe, n'ayant plus le temps de lire des journaux et encore moins les comic strips qui sont publiés depuis une éternité. Quant à la série animée, car je suppose que tu parlais de la série animée... Mais ça alors, comment tu as deviné? J'ignorais ou avais oublié son existence jusqu'à ce que Twitter nous demande si la série figurait bien sur notre liste. Pas moi, je l'ai regardé sur Canal+, même si j'avoue n'avoir vu que 2-3 épisodes avant de revoir toute la série pour l'émission. Même j'ai été très étonné de te voir m'annoncer qu'il existait une série Dilbert comme si c'était le scoop du siècle. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps de se pencher sur un sujet qu'on n'a pas d'intérêt pour. Et Dilbert, de loin, ça me semblait susceptible de beaucoup m'intéresser si d'aventure je me penchais dessus. C'est rare que t'aies ce genre de certitude sur un truc que tu connais pas, qu'est-ce qui te rendait si sûr? Les quelques gags qu'on s'était payé le luxe de me raconter en mode blague de Toto m'avaient donné le sentiment qu'il s'agissait d'une satire percutante et pertinente sur le monde de l'entreprise. Pour ceux qui l'ignorent, faire de la pub pour des séries animées sur YouTube n'est pas notre activité à temps plein. Nous avons une activité alimentaire à côté. On en a même eu plusieurs au cours des 11 années d'existence de notre émission. Et la mienne actuellement consiste à être assistante administrative pour une entreprise dont l'organisation interne serait plutôt un axe d'amélioration qu'un point fort, comme beaucoup d'entreprises. Autant dire que les gags de Dilbert qui m'ont été rapportés m'ont fait rire aux éclats. Et je ne demandais qu'à rire davantage en découvrant la série. Et la série a été conforme à tes attentes? Non, mais ça n'a aucune importance, elle est géniale quand même. Effectivement. La série animée Dilbert a beau s'inscrire dans la même tradition des séries américaines satiriques pour adultes que les Simpsons ou les séries de Seth MacFarlane, elle est plus dans l'humour de l'absurde que dans la satire. Disons que c'est les premières saisons de South Park avec moins de références au monde réel, plus d'éléments fantasmagoriques, moins de caca et moins d'obscénité. Il y a quand même bien de la satire et on parle un peu du monde de l'entreprise, mais c'est pas le propos principal. Le propos principal, c'est la lutte quotidienne du personnage titre, Dilbert, ingénieur de son état, ingénieur génial d'ailleurs, pour autant qu'on puisse en juger, pour garder un semblant d'équilibre et de dignité dans un monde ubuesque régi par des lois complètement insensées. Ces lois naturelles, parfois totalement aberrantes même par comparaison à celles du monde réel, sont des caricatures métaphoriques de problèmes généraux que rencontrent dans la réalité, d'après l'auteur, les gens intelligents et compétents. Or Dilbert est justement intelligent et compétent. Si le monde était juste, il aurait la meilleure vie possible. Mais le monde n'est pas juste, et sans que ce soit sa faute, il a une vie insatisfaisante et le mépris de ses pairs. Toutefois, à l'instar de Blaise le Blasé, il a assez d'intelligence pour se résigner à peu près à cet état de fait qui ne changera pas. Tout au plus, il essaye de faire une remarque en passant pour déclencher une réflexion, mais en général, les conséquences de la dite réflexion sont tellement catastrophiques qu'il en vient à conclure qu'il aurait mieux fait pour le bien commun de fermer sa gueule. S'il vaut mieux fermer sa gueule, c'est parce que, tout ubuesque qu'il soit, le monde dans lequel il évolue est quand même un minimum fonctionnel. Et un monde imparfait et un minimum fonctionnel vaut mieux que la fin du monde. Le parti pris de la série est d'autant plus surprenant que la recette évidente n'aurait sans doute pas été très difficile à exploiter. Travaillant dans une entreprise, je sais que ce monde est assez ubuesque et qu'il n'y a pas besoin de le caricaturer pour le rendre drôle. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches pour cette vidéo et la BD, pour ce que j'en ai lu, est bien faite dans un état d'esprit plus descriptif des failles du monde de l'entreprise et du managériat dans la réalité. En fait, même si je n'arrive pas à retrouver d'exemples précis, il m'a semblé reconnaître dans les épisodes certains gags en 3 cases de la BD, mais sous forme de punchline incluse à un scénario un peu plus abstrait et philosophique que satirique, sur les choix personnels, la place de l'individu dans la société, la vanité du dit individu et l'injustice inévitable du monde. C'est normal. Même si la série a complètement dépassé le côté satire de la vie de bureau, le monde de l'entreprise, plus exactement les conséquences de l'économie de marché sur le fonctionnement du monde du travail, reste un des sujets principaux. Les gags en 3 cases tels qu'ils sont dans la BD y auraient donc toujours leur place. Quitte à adapter une BD avec des gags en 3 cases en épisode de 20 minutes, c'est la bonne façon de faire. Garder les gags tels qu'ils sont, ou en reprendre le principe, des blagues drôles isolément, qui interrompent l'action le temps d'être dites au bon rythme et avec la bonne mise en scène, et mettre autre chose autour pour servir de liant, de suffisamment cohérent sur le plan esthétique pour que ça n'entre pas en conflit avec ces gags, et d'assez autosuffisant pour que ça n'ait pas l'air d'être un prétexte pour les enchaîner. Cette autre chose, c'est le mythe de Sisyphe, ce qui va vraiment très bien avec le thème de l'entreprise. Tous ceux qui ont connu la souffrance au travail témoigneront qu'il y a un parallèle à faire entre les tortures infligées aux suppliciés du Tartare dans la mythologie grecque et le sort des employés d'entreprise sur le marché du travail actuel. Qu'il s'agisse des Danaïdes, de Sisyphe ou de Tantale, le principe de la torture est toujours le même. Le supplicié est condamné à essayer éternellement de faire quelque chose qui n'est pas faisable parce que des choix d'organisation de son environnement rendent ses objectifs hors de portée. Je pense que pas mal d'employés qui sont en souffrance dans leur travail aujourd'hui se reconnaîtront dans cette situation. Car ça arrive fréquemment que ce qu'on leur demande de faire ne soit pas faisable mais qu'on exige d'eux qu'ils le fassent quand même. Et que toute tentative d'alerter sur le fait que les exigences ne sont pas remplissables se heurte à un mur
mur d'incommunicabilité entretenu soit par l'incompétence du manager, soit par le je m'en foutisme des interlocuteurs dont le boulot est de poser les exigences et pas de se demander si elles sont réalistes. Dans la réalité, ce je m'en foutisme n'est pas forcément dû à de la malveillance. Des fois, la taille et la complexité des organisations imposent à leurs membres de l'adopter pour survivre, mais le résultat est le même, la communication échoue. Et c'est souvent ce qui arrive à Dilbert et ses collègues qui devront, de ce fait, trouver des stratégies et des attitudes à adopter pour se sortir de cette situation sans issue. Ça peut être des solutions actives, comme inventer un collègue imaginaire pour mobiliser un box dans l'open space et y entreposer le matériel qu'on n'a plus la place de ranger ailleurs. Ça peut être des solutions passives, comme être suffisamment indifférent aux autres et au bien de l'entreprise pour tirer au flanc sans le moindre scrupule. Si Dilbert en bave plus que ses collègues, c'est qu'il n'en est pas encore complètement à cette phase d'acceptation qui permet à ses collègues de trouver leur place dans cet univers dépourvu de logique. Il continue à essayer de chercher du sens. Déjà parce qu'en fait il est tellement doué qu'il arrive toujours à exécuter n'importe quelle tâche, même quand la consigne est imprécise et incohérente. Mais aussi et surtout parce que Dilbert est dépourvu de cynisme. D'ailleurs c'est assez étonnant, mais la série n'est pas tellement cynique non plus. Dans la mesure où elle met en scène des personnages posés et cérébraux comme dans Daria plutôt que des imbéciles surexcités comme dans Les Simpsons, on aurait imaginé l'inverse. Elle décrit assez crûment et cruellement la stupidité et l'immobilisme des humains, mais dans l'ensemble, elle ne prend jamais le parti de montrer le refus de Dilbert de considérer tout ça comme anormal et critiquable, comme quelque chose de naïf ou de vain. Elle se contentera de montrer que Dilbert n'a pas le pouvoir d'y changer grand-chose, même si dans l'absolu, il a raison. Ce n'est pas normal et c'est critiquable. La série part souvent dans des délires absurdes ou surnaturels sans forcément les présenter comme des anomalies qui surgissent au gré de la situation qui dégénère. C'est juste l'expression du caractère abstrait de la série. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, contrairement à Daria, à South Park ou aux Simpsons et Futurama, c'est une série relativement chaste et sage dans sa présentation. Les éléments durs et subversifs concernent principalement le fond, c'est leur concept qui est porteur d'une certaine violence. La forme, elle, est le plus souvent lisse et sans vulgarité. On pourrait même dire que l'esthétique générale est plutôt gentillette et mignonne. Ça a beau être une série qui n'a aucun scrupule à mettre du sadomasochisme et des exécutions publiques de condamnés à mort dans le cadre, tout ça se fait avec relativement peu de gros mots et de violence graphique. Il va peut-être falloir en dire un peu plus sur le scénario, ou les scénarios pour être plus compréhensibles. Bon, y a pas un pitch en soi, ou plutôt ce qui tient lieu de pitch est assez secondaire, ça on y reviendra, mais il y a une situation. Dilbert travaille comme ingénieur dans une entreprise jamais très explicitement nommée, dans un épisode c'est provisoirement Pafitech, sous les ordres de son pointy haired boss dont il essaye tant bien que mal de composer avec les décisions catastrophiques, en compagnie de ses collègues Alice ou Ali... Oui, bon, assumons. Cette série, nous n'avons pas pu la trouver en VF. Nous savons grâce au BD que Wally c'est Richard et que le pointy haired boss c'est le boss à tête de pioche. Mais il y a forcément des traductions dont nous ne sommes pas au courant. Donc, si vous n'avez pas d'objection, et comme je vous entends pas protester, je suppose que vous n'en avez pas, nous allons utiliser les termes de la version que nous avons vue. Bref. Autour de Dilbert, Wally a pris l'habitude de supporter son sort en tirant au flanc, et Alice compense la frustration en martyrisant le stagiaire permanent, Ashok. Dilbert, lui, fait son boulot comme il peut, s'accrochant à l'espoir secret qu'un jour ses talents en ingénierie lui feront concevoir une invention qui révolutionnera le monde et améliorera la condition humaine. Oh, pas une invention faite dans le cadre du travail, une de celles qu'il conçoit sur ses heures de loisirs une fois rentré à la maison. Cette répartition des rôles est plus ou moins liée à l'âge des personnages. Wally est plutôt vieux, Ashok est très jeune, et Dilbert est suffisamment jeune pour être jeune, mais pas très jeune comme Ashok. Mais le chara-design étant ce qu'il est, c'est assez difficile de s'en rendre compte immédiatement. C'est au fil de l'eau qu'on comprend cette répartition des âges. On reviendra sur le chara-design plus tard. Pour l'instant, restons sur l'entrain et l'idéalisme que Dilbert a réussi à conserver. Il a bien du mérite de s'accrocher à son rêve parce qu'à la maison, son entourage n'hésite pas à le rabaisser, et à rabaisser ses inventions à toutes les occasions. Sa mère d'abord, mais aussi son chien, Dogbert. L'identité absurde de la série Dilbert s'exprime à travers le fait qu'il y a des animaux qui parlent et des créatures fantastiques dans des rôles humains sans que ça suscite tellement de commentaires. C'est pas faute d'être en contact avec le monde extérieur car les animaux qui parlent occupent plutôt des positions de pouvoir. Oui, Dogbert est le maître du monde. Ce n'est pas une métaphore. Dogbert est aussi compétent que Dilbert, même si c'est plutôt dans des domaines de communication que dans des domaines techniques. Mais surtout, contrairement à lui, il n'a aucun scrupule. Donc, alors qu'il pourrait vivre une vie confortable d'animal de compagnie, il s'ennuierait s'il ne consacrait pas son temps à s'amuser aux dépens des autres. Et à ses heures perdues, il intervient comme consultant, dirige les Illuminati, est ambassadeur, a ses entrées à la Cour suprême ou au Congrès, organise des arnaques en tout genre, et dirige le monde dans le plus grand secret sans que ça ait trop de conséquences vu qu'il ne fait ça que pour s'amuser. You can tell me where Dogbert is. He left early this morning. Something about installing a puppet government? He's always installing a puppet government when I need him. Par contre, malgré les propos méprisants qu'il a envers Dilbert quand celui-ci lui confie des concepts d'invention, il est un ami dévoué et n'hésite jamais à utiliser ses ressources infinies pour tirer Dilbert d'affaire quand les décisions cataclysmiques de son boss le plongent dans la fange jusqu'au cou.
parfois littéralement. Grâce à cette protection, Dilbert n'est jamais réellement mis en danger par l'incompétence de son boss. Mais comme Dogbear aime bien le voir souffrir, il le laisse toujours en baver sacrément longtemps avant de le tirer d'affaire. Avec des amis comme ça, plus besoin d'ennemis. À part Dilbert, Dogbear a un autre souffre-douleur récurrent, Ratbear, un rat qui vit dans la maison de Dilbert et qui est complètement crétin. C'est tout, c'est ça le gag. Mais pour des raisons de timing et de dosage, les gags l'impliquant font généralement mouche. En dehors de l'occasionnel figurant issu des BD, il y a un autre animal parlant dans cet univers. C'est le directeur des ressources humaines de l'entreprise où Dilbert travaille, Cadbert. Cadbert n'a rien à voir avec Dilbert et n'a aucune raison in-universe d'avoir un nom dérivé du sien. Pour la petite histoire que raconte Scott Adams, le créateur des comic strips dans les bonus des DVD de la série, ce nom lui a été donné par les lecteurs de la BD qui ont tellement aimé le personnage suite à ses premières apparitions qu'ils ont abondamment écrit à l'auteur pour qu'il devienne récurrent. Dogbear est une créature perverse et malveillante, mais sa malveillance est une malveillance de potage comparée à celle de Cadbert, qui tire une véritable jouissance du fait de torturer les gens. En fait, Cadbert est plus ou moins le diable dans la série. Si son look général et l'aspect infernal de son bureau ne suffisaient pas à vous en convaincre, son attitude dans l'épisode susmentionné avec le box vide, qui est l'un des quelques épisodes métaphoriques traitant de la construction d'une nouvelle religion, étrange thème récurrent dans une série sur l'entreprise d'ailleurs, rend clair qu'on est censé considérer que Cadbert est Satan. Where's your Todd now? Mais soit parce qu'il est moins ambitieux, soit parce qu'il est moins compétent que Dogbear, Cadbert limite son champ d'action à l'entreprise où travaille Dilbert. C'est aussi un stigmate du caractère métaphorique de la série. Sauf exception au gré du scénario, l'entreprise où travaille Dilbert est l'entreprise, au singulier, le monde de l'entreprise. La principale victime de cette malveillance est le stagiaire permanent, Ashok. Sous-payé, surexploité, qui n'a pas les moyens de partir en vacances ailleurs que dans les locaux de l'entreprise. This year, I have saved up enough money to spend 5 days in the handicapped toilet of the 5th floor gentleman's bathroom. Il ne se plaint jamais de son sort. Il n'est pas résigné non plus, il a juste intégré cette situation comme étant la norme et fait comme si elle ne le rendait pas malheureux, avec une positivité presque digne de Bob l'éponge. Et de la positivité, il en faut dans cette entreprise. Parce que quand c'est pas le boss qui donne des ordres absurdes, c'est le service marketing qui vient saboter tous les projets en posant des exigences contre-productives. A noter que le service marketing est là encore un concept abstrait. Commencer à le prendre en considération est littéralement le péché originel qui transforme le paradis en enfer. Ashok vit sa situation professionnelle comme le vivrait une victime d'abus et de torture, mais n'est pas considéré comme responsable des résultats de la mauvaise gestion des projets. C'est Dilbert qui l'est, donc c'est Dilbert qui a véritablement la pression. Par bonheur, il n'est pas complètement abandonné dans cet univers, car il peut occasionnellement profiter des conseils de l'éboueur qui officie dans sa rue, un mystérieux individu avec une casquette et des lunettes, qui trahit par sa conversation une compétence et une intelligence exceptionnelles. C'est Dilbert du futur. Jamais confirmé, jamais prouvé. Allez quoi, regarde-le! Regarde son visage, c'est Dilbert du futur. On sait que Dilbert est un ingénieur compétent, on sait aussi que c'est quelqu'un de gentil qui peut pas s'empêcher de vouloir corriger les dysfonctionnements du monde. Il est tout à fait crédible que dans le futur, il invente une machine à voyager dans le temps et s'en serve pour aller donner des conseils à son lui du passé et lui permettre de s'en sortir mieux. Intéressante théorie, mais même dans la BD, visiblement, on ne nous a toujours pas dit qui étaient les boueurs. Et les conseils de l'éboueur, même s'ils sont bons, ne donnent pas des résultats spectaculaires non plus. Mais à l'appui de cette théorie, il y a tout de même le fait que les boueurs voyagent dans un réseau de trous de verre pour récolter toutes les poubelles de la ville. Peut-être que c'est pas Dilbert du futur dans les strips, mais que les auteurs de la série animée ont eu cette idée originale et laissé des indices allant dans ce sens. Ou peut-être que c'est tout bêtement une référence à Doctor Who auquel on ne connaît quasiment rien. J'ai cru comprendre que les seigneurs du temps de Doctor Who avaient souvent juste un nom de fonction, et les boueurs s'appellent juste les boueurs. Quoi qu'il en soit, le temps qu'il nous a fallu pour décrire en termes factuels le contenu de la série sans pouvoir être synthétique vous donne une idée de l'ambiance chaotique et kafkaïenne qu'on y trouve. Cette ambiance est d'ailleurs assez bien retranscrite par le générique qui l'introduit. Ah, le générique. Parlons-en du générique. Il est excellent, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il correspond pas complètement à ce qu'on imagine pour une série satirique pour adultes. En même temps, c'est une série avec des gobelins, des êtres miniatures, et un pays où les gens naissent barbus et mangent de la boue. Oui, mais... Bon, déjà, le générique arrive sans transition après un pré-générique et débute par le Big Bang. Ensuite, on entend juste ce bruit de ballon frotté contre le micro, donc on se demande où on est. Après, on voit l'évolution des espèces sur le mode gradiste habituel qu'on voit partout. On passe d'une cellule à lunette à l'homme à lunettes pour finalement arriver à Dilbert, qui s'assoit devant son ordinateur comme pour indiquer que tout ce chemin parcouru par la vie a pour destination fatale et pathétique de travailler dans un box. La fin du générique, qui montre que ce box vu de haut fait partie d'un open space infini et labyrinthique, renforce l'impression d'enfermement. Mais le plus intéressant, c'est le plan de Dilbert devant son ordinateur, où la caméra plonge dans l'image de Dogbear sur l'écran pour montrer que de l'autre côté du miroir, c'est Dogbear qui est en train d'utiliser ce même ordinateur avec Dilbert à l'écran. Non seulement ça contribue encore davantage à l'idée que Dilbert est prisonnier de son milieu, il est enfermé dans l'écran de son ordinateur et en prend conscience en même temps que le spectateur, mais ça montre que Dogbear est un égal Dilbert. Il est ce que Dilbert serait s'il refusait l'enfermement. Il est aussi le seul à être réellement libre. Il est hors de l'ordinateur, il imprime Dilbert et l'envoie au boss qu'il jette à la poubelle, et il a le pouvoir de tout arrêter en débranchant le courant.
Je suis pas complètement de l'avis du générique de faire de Dogbear un reflet de Dilbert de l'autre côté de l'écran. Ok, Dogbear, comme Dilbert, est extraordinairement compétent, et contrairement à Dilbert, n'a strictement aucune espèce de scrupule, et c'est pour ça qu'il est le maître du monde. Mais il n'est pas un méga ninja. Tout d'abord parce qu'il n'est pas l'ennemi de Dilbert. Même s'il ne se prive pas de lui faire des moqueries et des escroqueries plus ou moins graves, il est un de ses alliés. On l'a dit et on le répète, il le tirera toujours des situations périlleuses et ne l'abandonnera que dans les situations embêtantes qui ne dépassent pas un certain niveau de dangerosité. Ce n'est pas un ami très digne de confiance pour Dilbert, mais c'est un ami quand même. Ensuite, il a conquis le Dilverse, mais il n'en fait rien de spécialement discutable. Son sadisme naturel l'oriente plus vers les blagues de potage que vers les actes de super-vilainie. Du coup, il laisse le monde qui est sous sa coupe libre, et n'utilise son pouvoir dessus que quand il veut s'amuser ou venir en aide à Dilbert. Le Dilverse? Les éléments de ce monde sont nommés d'après Dilbert. C'est Dogbear, Ratbear, Catbear, la ville s'appelle Townbear, et même sa mère s'appelle Dilmom. C'est plus souvent Trucbear que Diltruc, donc ce serait plutôt Unibert. Dilverse, ça sonne mieux. Soit. Dogbear n'est pas un Ega Ninja en ceci que ce n'est pas un antagoniste. Mais c'en est un en ceci que ce n'est pas un gentil. Le Dilverse qui est en son pouvoir va mal, et il ne cherche pas spécialement à le faire aller mieux, bien qu'il aurait assez de pouvoir pour y arriver. Alors que Dilbert, lui, cherche à améliorer le monde, mais n'a pas assez d'influence pour le faire. C'est vrai que c'est assez difficile à oublier ça, que Dogbear aurait le pouvoir et les compétences de sauver le monde, vu que la plupart des dysfonctionnements de l'entreprise dans laquelle bosse Dilbert viennent du fait que la seule personne incompétente dedans, le boss, est aussi la seule personne à prendre les décisions. Le boss est le seul qui aurait le pouvoir de rendre l'organisation de l'entreprise logique, donc c'est le seul à n'avoir aucune logique. L'équipe marketing ne compte pas, c'est plus ou moins des prolongements de lui-même, doublés, comme on l'a dit, d'un concept corrupteur abstrait. Tous les personnages compétents, parce qu'au fond tous les ingénieurs de l'entreprise, même les paresseux, sont compétents, sont sous les ordres du boss et obligés de se plier à ses décisions absurdes. Une fois qu'on a constaté ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que Dogbear, qui dirige secrètement le monde, pourrait faire jouer quelques contacts pour que les personnes nommées à des postes décisionnaires soient celles qui sont aptes à prendre des décisions. Il ne le fera pas. Parce que le monde l'amuse plus comme ça. Le Dilverse est comme il est parce que Dogbear veut qu'il le soit. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que Dogbear n'est pas maître du monde justement parce qu'il suit la marche du monde et surfe sur les tendances absurdes de la société qu'il est assez intelligent pour exploiter et s'enrichir grâce à elle, au lieu d'essayer comme Dilbert de s'y opposer? Ça ne l'empêche pas d'être capable de contrecarrer à lui seul des mouvements de masse et des décisions prises à l'unanimité. Est-ce que ça fait vraiment de lui un être maléfique pour autant? Si Dogbear se servait de son ascendant pour obliger les hommes à avoir une société plus juste, il s'opposerait à leur libre arbitre. D'accord, l'état du monde l'amuse beaucoup, mais tout de même, il a régulièrement à aller sauver Dilbert des conséquences des mauvaises décisions du boss. Un monde mieux organisé, même légèrement mieux, serait avantageux pour lui aussi. Mais il ne le fait pas. C'est pas Catbear qui utilise tout le pouvoir qu'il peut pour torturer les gens de l'entreprise, mais qui heureusement, malgré le fait d'avoir des trolls à son service et tout un département de l'enfer sous ses ordres, a moins de pouvoir que Dogbear. Dogbear ne fait que des blagues. Plus ou moins cruelles, mais jamais que des blagues. Il y a quelque chose de paradoxal à montrer quotidiennement Dogbear comme complètement amoral, tout en montrant qu'il aurait parfaitement le pouvoir d'installer une dictature et d'obliger le monde de l'entreprise à devenir une machine à produire efficace, mais qu'il ne le fait pas. Et ce sans raison apparente, parce que ce n'est pas le fait d'être tyrannique qui lui fait peur. On est obligé de considérer que Dogbear appréhende le monde avec suffisamment de recul et de philosophie pour l'accepter tel qu'il est et être malgré tout du côté des bons. Il est très méchant avec Dilbert. Tout le monde est très méchant avec Dilbert. Même Dilmom est odieuse quand elle s'adresse à lui. Quant à les boire, il a beau le conseiller aimablement, il se prive pas d'une petite remarque acerbe de temps en temps. Le comportement de Dogbear envers Dilbert n'est pas un bon baromètre de son degré de méchanceté. Il ne loupe aucune occasion de l'humilier, et c'est un escroc notoire parce qu'être un escroc notoire est le seul moyen de réussir dans cet univers, mais il aurait le pouvoir de devenir un vrai super vilain, et force est de constater qu'il ne le fait pas. Au début de la série, la puissance de Dogbear était discrète. Sa capacité à tirer Dilbert de toutes les situations et à sortir de tout était une récurrence que seul le spectateur voyait. Au fur et à mesure, Dilbert fait de plus en plus explicitement appel à Dogbear pour résoudre les problèmes. Si le paradoxe entre le mépris manifeste de Dogbear pour Dilbert et son dévouement tout aussi manifeste reste crédible, c'est parce que Dilbert mérite à la fois ce mépris et ce dévouement. On l'a dit, ce qui le caractérise, à part sa cravate qui rebique au mépris des lois de la gravité et ses petites lunettes rondes, c'est la façon dont il continue à réclamer que les choses se fassent de manière rationnelle malgré l'évidente absurdité du monde. Et cette revendication est à la fois ce qui lui barre la route à toute forme de réussite ou d'épanouissement, et ce qui fait de lui un être digne de respect, car il ne renonce pas à son intégrité malgré l'adversité.
Son intégrité, ça ne lui pose aucun problème de s'inventer un collègue fictif pour pouvoir mobiliser son box et y entreposer le matériel en trop, quitte à ce que ça aboutisse spontanément à l'émergence d'une religion centrée sur ce collègue fictif. Cette action ne contredit en rien ses valeurs. Ça continue à être une action dictée par le désir de rendre les choses logiques. Il y a du matériel à entreposer, il y a un espace où l'entreposer, des détails réglementaires empêchent la solution logique d'être appliquée, donc on fraude pour permettre la solution logique. C'est en ça que Dilbert est digne de respect. Tu as dit qu'en un sens il était également digne de mépris. La série a à cœur de montrer, de manière assez étrange de la part d'une œuvre satirique créée par un ancien ingénieur, que la logique pure a ses aspects négatifs. Redisons-le, la plupart des personnages sont intelligents, c'est pas le problème. Mais par exemple, le père de Dilbert a abandonné sa famille quand Dilbert était petit. Pourquoi ? Parce qu'un jour au centre commercial, il a vu une affiche all you can eat, c'est-à-dire à volonté devant un restaurant, et a ressenti le besoin impérieux de vérifier si c'était vrai, en termes purement logiques. Depuis, il vit dans ce restaurant, où il mangera non-stop, moyennant quelques pauses pipi et dodo, jusqu'à la fin de sa vie. La logique pure n'est pas inconditionnellement une qualité dans cet univers. Et Dilbert ne fait pas exception à cette idée, même si sa rationalité s'exprime de façon principalement positive et lui donne souvent raison. Malheureusement, seul Dogbert a de l'affection pour lui. Du moins, le lui manifeste en lui venant en aide à toutes les occasions. Les autres personnages ne manifestent que des sentiments négatifs à son égard. Même Alice, qui est pourtant la deuxième plus raisonnable du service après Dilbert. Pour une raison qu'on ignore, Dilbert la dégoûte profondément et elle tient à le faire savoir. Avec tellement de virulence qu'on pourrait se demander si c'est pas de la vérité fausse numéro 2. Mais non, rien dans ce sens n'est amorcé. Alice est quelqu'un d'intelligent et compétent, mais un peu trop consciente de sa valeur et persuadée d'être au-dessus des autres. On ne sait pas plus pourquoi elle a une tête en triangle qu'on ne sait pourquoi la cravate de Dilbert rebique. Mais ce n'est pas une convention graphique, cette coiffure est commentée dans le cadre. Lors des pots d'anniversaire, elle se dévoue pour prendre la photo de ses collègues, pour ne pas être dessus et ne laisser aucune trace du fait qu'elle fréquente des losers pareils. Et pour être sûre que sa vie amoureuse n'entrave pas son indépendance, elle ne drague que des condamnés à mort pour pouvoir les épouser juste avant leur exécution et éviter les affres de la vie conjugale. Je sais pas si cet épisode compte. Il est étonnamment plus dark que les autres, et il y a un truc absolument invraisemblable dedans. Plus invraisemblable que le service du budget déplacement qui est tenu par des trolls en enfer ? 1000 fois plus. Au début de l'épisode, le boss provoque un accident de bus et cause la mort des lauréats du prix Nobel de l'année qui étaient dedans. Parmi eux, un prix Nobel de mathématiques. Mais y a pas de prix Nobel de maths, Scott Adams le sait forcément. Cet épisode est en effet particulièrement dark, mais il compte quand même car l'attitude qu'a Alice dedans n'est finalement qu'un des quelques exemples du caractère un peu misogyne de cette série, qu'il vaut peut-être le coup de signaler. Oui, on peut aussi citer dans cette veine l'épisode sur le shopping, l'épisode avec l'ingénieur des essais, et l'épisode où Dilbert est enceinte. Oui, demandez pas, il a pris du matériel génétique par le biais d'une fusée dans les fesses en cherchant des traces de vie extraterrestre, qui exploite des clichés sexistes sur un mode à mi-chemin entre le premier et le second degré. Vaut mieux le savoir. Il y a dans cette série une tendance misogyne qui ne trouve pas énormément d'opportunités de s'exprimer, mais qui frappe quand l'occasion se présente. Sinon, Alice est un peu le personnage par défaut. Celui qui représente la frange normale de la population du Dilverse. C'est le rapport de Dilbert à Alice qui permet de camper le rapport de Dilbert à l'univers dans lequel il vit. Mais la raison pour laquelle cet univers est ce qu'il est, ce n'est pas Alice, ce n'est pas Dogbert non plus. La raison pour laquelle le Dilverse est ce qu'il est, c'est le boss. Mais ça, on l'a déjà dit. À noter que là où la BD envisage plutôt le boss comme un être immoral, malveillant et volontairement obstructif, la série animée en fait surtout un imbécile. Le boss n'est pas méchant, il est égocentrique. Il n'est pas malveillant, il est indifférent. Il n'est pas mal intentionné, il est stupide. Les objectifs qu'il pose à son équipe sont absurdes, et malheureusement, c'est lui qui les pose parce que c'est lui le boss. Son statut de boss est incontestable, même Dogbert ne le remet jamais en question. On aura beau critiquer ses décisions, sans plaindre, il reste malgré tout le boss que personne ne peut ni ne doit destituer. Il ne jouit pas seulement d'un statut social incontestable, il jouit aussi d'une immunité scénaristique telle que même quand ses bêtises provoquent la mort de prix Nobel, c'est Dilbert qui va en prison à sa place. On s'attardera sans doute pas davantage sur les autres collègues de Dilbert. On a déjà un peu dit ce qu'il y avait à dire des plus importants, et les moins importants ont juste un gimmick. Mais une petite remarque tout de même sur le chara-design. À part la cravate de Dilbert, les cheveux du boss et d'Alice, ou le fait que Cadbert est un chat, la chose qu'on remarquera dans le chara-design est que les personnages principaux n'ont pas de bouche. Du moins, ils n'en ont pas dans la BD. Il n'était pas vraiment possible de faire sortir leur voix d'un visage sans bouche dans le dessin animé. Ça marche pourtant dans Albator. Dans Dilbert, ça aurait été trop distrayant par rapport au propos général de la série. Donc les animateurs ont opté pour la solution de ne dessiner les bouches que lorsque les personnages parlent. Ça passe nickel chrome. On n'a pas assez lu la BD pour avoir un avis éclairé sur ce que vaut la série en tant qu'adaptation. Mais ce genre d'effort montre qu'elle a été faite dans le plus grand respect du matériau d'origine. D'ailleurs, Scott Adams a activement participé à son élaboration, il le commande dans les bonus des DVD. Mais ça, on l'a déjà dit. On apprend dans ces bonus que les éléments les plus hauts en couleur du folklore de Dilbert ont été ajoutés au hasard de la publication BD et conservés dans la bible littéraire suite aux réactions du public, Cadbert par exemple. Mais cet univers construit plus ou moins par hasard est un bon univers drôle et captivant. Pour en revenir à l'adaptation,
Une chose que la série introduit contre toute attente, c'est une continuité. La saison 1 est plus ou moins à suivre. Il y a un arc filé sur le projet d'ingénierie auquel Dilbert est affecté dans l'épisode 1. Suffisamment filé pour qu'on puisse considérer que la série est un feuilleton. La saison 2, elle, n'a pas d'arc filé. Et toutes saisons confondues, la série ne fait pas d'effort démentiel pour maintenir une cohérence entre les épisodes. Radbert est analphabète dans un épisode et pas dans l'autre, la petite amie de Dilbert qui appartient au département du marketing, introduite à la faveur d'une parodie de Roméo et Juliette, disparaît sitôt l'épisode terminé. Mais le premier arc précédemment mentionné est suffisamment filé pour qu'on considère le Dilverse comme un univers sérieux, et qu'on prenne au sérieux tous les éléments qui y sont introduits, comme le fait que l'histoire se passe dans l'univers d'ici, à l'époque où Superman était bébé, et que Dogbear est en contact régulier avec Jor-El et Lara sur Krypton. Ça va vraiment trop loin là. Ça doit, c'est le principe. On a beau partir d'éléments plus ou moins réalistes du monde du travail, on les grossit, on les extrapole et on les pousse à leur paroxysme. Et on ajoute des animaux parlants, des aliens et des trolls. Le propos n'est pas d'insister sur le côté désespérant du monde de l'entreprise ou de la société en général. Du moins, ce n'est pas l'impression que ça me donne. En transposant les gags de Dilbert dans un univers absurde, la série permet à ceux qui sont dans la situation de Dilbert dans leur propre entreprise de ne plus se poser la question d'à quel point ils en sont responsables. D'admettre que le monde de l'entreprise est un univers ubuesque où il est parfois vain de chercher du sens, dont il ne faut pas se sentir responsable des dysfonctionnements, et de prendre du recul par rapport aux exigences qui leur sont posées en reconnaissant qu'elles n'ont pas forcément de sens et qu'il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas les remplir. Sans être cathartique, cette série peut réconforter les employés qui sont en souffrance dans leur travail. Sans être en souffrance dans son travail, on pourra tout de même apprécier la façon dont la série décortique des travers humains et les rend comiques, mais sans pour autant se montrer misanthrope. Au final, même les plus antipathiques des personnages ont quelque chose d'attachant. Pour cela, et pour l'audace avec laquelle la série a été au bout de ses partis pris, Dilbert mérite qu'on s'en souvienne. How about Sisyphus, the guy who pushed a rock up a hill for eternity? That fits this project. I like it. It conveys a sense of playfulness. It's supposed to convey a sense of futility. You have to look at it from the rock's point of view.